Bonjour tout le monde. Donc, on aborde la dernière capsule du module 4. Donc, c'est pas dans l'ordre qui s'est présenté. Donc, je pense qu'ils l'ont présenté avant la diffraction. Donc, ça aurait pu être présenté, bon, j'aurais pu le présenter avant, mais comme c'est particulier, donc j'ai mieux le mettre après pour terminer ce module-là. Donc, ça n'a pas vraiment une grande importance. Donc, c'est sur les fentes multiples et les réseaux. Donc, au départ, la première partie, donc je ne sais pas combien ça va durer, on va dire les 10 premières minutes, c'est plus introduire une notion qui va nous amener vers notre point final. Donc, le but, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un réseau. Un réseau, c'est un élément super important. Donc, les personnes qui font de la spectroscopie, donc qui regardent quelles sont les longueurs d'onde qui sont émises par un atome, par des molécules, utilisent généralement des réseaux. Donc, un réseau, c'est un système de fentes multiples. Donc, c'est un système avec beaucoup de fentes très rapprochées les unes des autres. Donc, on va commencer peu à peu. Donc, on a vu au début de ce chapitre-là des systèmes à deux fentes. Donc, si la lumière passait dans un système à deux fentes, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Si on laisse tomber le phénomène de diffraction, on voit des points lumineux, des ondes sombres, points lumineux, ondes sombres, points lumineux. Et là, dans ma tête, je dis, où est-ce que je suis rendu? Pourtant, il y a juste deux éléments. Donc, on voit des points lumineux, un point sombre qui est un petit peu élargi parce que l'œil doit avoir un minimum d'intensité. Ah, un autre point lumineux, un point sombre, pas un point lumineux, mais une zone lumineuse, point sombre par la suite. Et si on traçait l'intensité en fonction de la position, donc l'intensité ressemblait à quelque chose comme ceci. Donc, quand on est déphasé de 2π, on revient sur un aspect constructif dans ce cas-là. Donc, ça, c'est le retour là-dessus. Donc, on va partir de là, puis on va cheminer vers qu'est-ce qu'on appelle les réseaux. Donc, ici, j'ai dessiné un système de 4 fentes. Donc, chaque fente a une onde qui est émise vers l'avant. Donc, c'est des ondes électromagnétiques. Donc, chacune, je pourrais écrire l'onde comme une amplitude donc, du champ électrique fois sinus de kx plus ou moins. Donc, ici, on va supposer que ça va vers la droite. Donc, moins oméga t plus phi. Donc, pour simplifier la démonstration, donc tout ça, je vais appeler ça θ. Ça va être un petit peu plus simple par la suite. Qu'est-ce qui arrive? Donc, quand je compare l'onde 1, l'onde 2, l'onde 3, la seule chose qui reste, donc ils ont les mêmes longueurs d'onde, la même fréquence, tous ces termes-là sont pareils, c'est juste qu'ils vont être déphasés différemment dans l'espace. Donc, si je prenais l'onde 1 comme mon point de référence, donc je pourrais dire que l'onde 1, c'est E fois sin de θ. L'onde 2, elle est obligée de parcourir une petite distance de plus avant d'arriver sur l'écran. Donc, on pourrait dire qu'il y a un déphasage qui s'ajoute de plus, donc qui serait θ plus phi. Et comme nos fentes sont disposées de façon régulière, la deuxième par rapport à la première serait décalée de 2 delta θ. Même chose pour la troisième, et si on avait des centaines, on continuerait ainsi. Pour savoir qu'est-ce qui arrive à l'écran, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait additionner ces 4 fonctions-là. Bon, là, on a juste 4, mais si on avait 1000, ça serait merveilleux. Additionner ces 1000 fonctions-là, ou ces 4 fonctions-là. Sauf qu'additionner des sinus, donc c'est sûr, par les propriétés de Trigo, ça va pour 2, mais quand on a 3, 4, 5, c'est appliquer cette propriété-là Trigo très longtemps. Il y a quelque chose qui s'appelle les vecteurs de Fresnel. Donc, ceux qui m'ont eu la session passée en électricité, j'en ai parlé un petit peu parce que le courant alternatif, on peut l'écrire en fonction d'un sinus. Donc, la fonction de courant, la fonction de tension. Donc, des fois, on avait des tensions qui s'additionnaient. Donc, ici, quand on a des sinus qui s'additionnent, on peut toujours les représenter par des vecteurs. Donc, la grandeur du vecteur sera l'amplitude ici, donc le terme qui est devant le sinus. Et l'orientation de notre vecteur sera l'angle de notre sinus. Donc, si j'avais ces 4 vecteurs-là additionnés, donc je pourrais dire, mon premier vecteur E1 serait comme ceci, un certain angle θ1. Après ça, on mettrait au bout le deuxième vecteur ici, comme ceci, donc θ2 qui serait ici, pas θ2, mais E2, donc θ plus delta θ ici, donc ce serait notre E2. Après ça, on mettrait au bout le troisième. Après ça, on mettrait au bout le quatrième. Donc là, ici, normalement, je vais dessiner des vecteurs de même grandeur, parce que là, je me suis aperçu que je suis... on va y aller comme ceci, donc. On va le mettre juste comme ça. Comme ça. Donc là, mon dessin, pas tout à fait à l'échelle. On peut déterminer, donc ça, ce serait E2, E3 et E4 ici.
Et quel sera le résultat de cette addition-là? Donc, on a une résultante qui est ici, et la somme de tous ces sinus-là, ce serait normalement la projection sur l'axe vertical de cette droite-là. Donc, si on fait la projection de cette droite-là sur l'axe vertical, on obtiendrait la grandeur du champ électrique résultant, et on sait que la grandeur du champ électrique résultant représente aussi, est proportionnelle à l'intensité lumineuse. Donc, plus que le champ résultant est grand, plus que le phénomène lumineux est intense. Donc, ici, on peut essayer de trouver des choses à partir de ça. Donc, ici, comme θ apparaît dans tous les termes, donc, c'est pas besoin d'avoir un θ qui est précis. Donc, on pourrait dire, bon, on va supposer que θ égale 0 et on va juste regarder les déphasages en les additionnant. Ça va donner le même résultat. Donc, on va y aller avec un système de 4 fentes. Donc, j'ai 4 ondes que je dois additionner et entre chacune, je dois avoir le même déphasage. Donc, c'est sûr que si on allait en plein centre de notre écran, toutes les ondes seraient en phase. Donc, c'est-à-dire que toutes les ondes seraient un déphasage de 0. Et si je mettais les 4 vecteurs ensemble, comme ceci, comme ceci, comme ceci, c'est sûr que ça va donner le plus grand vecteur possible. Et ce plus grand vecteur possible, ce sera l'intensité lumineuse la plus grande. Donc, ça correspond bien à un déphasage de 0 degré. Par la suite, si je disais, dans la somme de mes 4 vecteurs, si je disais de les additionner, chacun sera déphasé de 2π. Donc, le premier, je le dessine à 0. L'autre, j'additionne 2π, donc ça veut dire que je reviens à l'horizontale. J'additionne un autre 2π, donc je suis rendu à 4π, ça reste encore horizontal ici. Et après ça, j'additionne encore un autre 2π, ça revient encore horizontal. OK. Donc, ça veut dire qu'ici, j'additionne les 4 vecteurs, j'arrive encore au maximum. Et le prochain maximum, c'était 2π. Donc, quand je fais un cycle complet, peu importe que ce soit avec un système de 2 fentes, 3 fentes, 4 fentes, après 2π pour chacun des vecteurs, on revient au maximum. Mais qu'est-ce qui va arriver entre les deux? C'est sûr que si entre mes vecteurs, il y a des distances de π, donc un qui est horizontal, l'autre j'additionne π, donc c'est que je m'en vais vers la gauche. L'autre suivant, donc j'additionnerai 2π, je reviendrai vers la droite. Après ça, j'additionne 3 fois π, donc 3π, je suis rendu ici. Et si j'additionne ces 4 vecteurs-là ensemble, ça donne bien 0. Donc, ça veut dire qu'ici, avec un déphasage de π, un delta phi de π ici, ça donne 0. Donc, OK, peu importe que j'ai... non, c'est pas vrai. Donc, ici, dans le cas de 2 fentes, je reviendrai à 0. Mais, il y a quelque chose de particulier. Supposons que vous avez un déphasage de 90. Donc, je dessine le premier comme ceci. Le deuxième, 90, donc ça veut dire qu'il va partir comme ceci. Le troisième, donc 2 fois 90, ça donne 180, donc il va aller vers la droite. Et 3 fois 90, ça donne comme ceci. Et là, j'ai mes 4 vecteurs déjà additionnés. Et je reviens à mon point de départ. Donc, c'est-à-dire à 90 degrés ou π sur 2, je retrouve un autre minimum. Donc, dans un système de 2 fentes, entre le premier max, entre le central et le premier max, il y avait juste un minimum. Là, je viens de trouver, il y aurait un minimum à π. Il y aurait un minimum à π sur 2. Mais si je fais aussi 80, donc 270, donc 3π sur 2 ici, qu'est-ce qu'on aura? Donc, si je pars ici, donc à 0, j'additionne, j'aime mieux y aller en degrés, c'est plus ça. Donc, un vecteur qui est orienté à 270 degrés, 270 degrés, ça va donner quelque chose comme ceci. Si je fais 2 fois 270, ça donne un multiple de 180, donc on revient comme ceci. Et après ça, on additionne un autre vecteur ici, on revient encore au point de départ. Donc, pour un système de 4 fentes, il y aurait 3 minimums qui apparaissent. Il y a un minimum qui va apparaître ici à π, donc si on l'a démontré, mais à π sur 2, il y aura un autre minimum qui apparaîtrait ici, et un autre minimum qui apparaîtrait à 3π sur 2 ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, bon, là, mon dessin n'est peut-être pas terrible. Ça veut dire qu'ici, nos lobes principaux, nos lobes lumineux, qui avaient une certaine étendue, si j'ai des minimums qui apparaissent entre les deux maximums, ces minimums-là vont, ces lobes-là vont diminuer en grandeur. Donc, si on dessinait l'intensité lumineuse pour un système de 4 fentes,
qu'est-ce qu'on aura? Et là, c'est ça qui est un petit peu plus problématique. Je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, on va avoir quelque chose comme ceci. Donc, il faut qu'ici, à pi sur 2, je reviens à 0. Donc, vous allez avoir un pic comme ceci qui va arriver. Donc, on redescend à 0. L'intensité lumineuse va repartir un peu vers le haut, pas beaucoup. À pi va redescendre ici. Après ça, donc ici à 3 pi sur 2, on doit revoir un autre minimum. On va remonter comme ceci, comme ça. Et après ça, donc on va atteindre vraiment le 2 pi ici, le supermax. Comme ceci par la suite. Donc, notre système de 2 phares, à 4 phares, deviendrait quelque chose comme ceci. Donc, entre les deux max, il y aurait pas juste un minimum, il y aurait 3 minimums qui apparaîtraient ici, mais le plus important, c'est la largeur des lobes ou des franges dans ce cas-là. Donc, avec 2 phares, on voit qu'on a des lobes qui sont très larges, mais si on mettait 4 phares, qu'est-ce qu'on aura? On a ici un lobe vraiment lumineux super intense ici. Ici, on a des choses qui sont à peine visibles, et on va avoir un autre lobe comme ceci qui va apparaître. Donc, si je montais, au lieu d'avoir 4 fentes, je montais à 8, 9, 30 fentes, qu'est-ce qui va arriver? Donc, il va y avoir plein de minimums intermédiaires qui vont apparaître, et ces pics-là, ou ces franges-là, vont devenir de plus en plus étroites. Donc, c'était le but de cette petite démonstration-là, c'est de vous montrer que si on a un système de plusieurs fentes, que la largeur des lobes ou des franges devient de plus en plus étroite. Maintenant, on va passer au cœur de ce chapitre-là, ou de cette section-là, c'est les fameux réseaux. Qu'est-ce qu'un réseau? Donc, un réseau, c'est un système qui comporte beaucoup de fentes, donc plusieurs fentes qui sont extrêmement étroites, et ces fentes-là sont aussi très proches les unes des autres. Généralement, ce n'est pas vraiment des fentes, donc normalement, c'est des traits qui sont faits dans une petite plaque, soit de verre, ou un genre de petit plastique. Normalement, ça faut quand même que ce soit assez solide, donc c'est normalement dans une petite plaque de verre, et ces petits traits-là se comportent comme des fentes. Donc, à quoi ressemble un réseau? Voici l'image d'un réseau. Donc, non, c'est pas super grand, mais il y a un tapon de ligne qui apparaît par millimètre. Donc, 5 à peu près, bon, il y en a de 1000, il y en a de 300 traits par millimètre. Donc, l'ordre de grandeur, donc on peut à peu près autour de 500 traits par millimètre, ce qui est très logique. Quel est le but d'un réseau? Le but d'un réseau, c'est de décomposer la lumière d'une source. Donc, généralement, dans une source, il y a plusieurs longueurs d'onde qui vont apparaître, et selon les longueurs d'onde, on peut identifier la source. Identifier la source, parfait. Donc, juste un exemple de réseau. Donc, j'ai montré un réseau comme ceci. Un CD ou un DVD est une forme de réseau, parce que c'est des tapons de petites encavures qui sont imbriquées dans le système, et ces encavures-là, dépendant, je ne sais pas si je vais réussir à faire quelque chose ici, on peut voir que, on voit de la lumière qui apparaît, donc ça décompose notre lumière en fonction d'une certaine position. Donc, le rouge va se retrouver à un endroit, le vert à un autre, et là, c'est sûr que j'ai de la lumière ambiante, donc si j'avais de l'oxygène, de l'hydrogène, là, je pourrais voir des traits qui vont apparaître dans ce cas-là. Donc ici, avant d'aller avec la mathématique, donc vous allez voir, les concepts mathématiques sont simples. Donc, si les fentes sont très étroites, donc on a vu, quand la lumière passait dans une fente étroite, il y avait de la diffraction. Donc dans ce cas-là, la diffraction est tellement importante que juste le lobe principal. Donc si on regardait sur un écran, on ne pouvait même pas voir la fin de ce lobe-là. Donc c'est tellement mince que la lumière est vraiment dispersée sur toute la largeur de l'écran. Donc ça, c'est merveilleux. Et là, je cherchais ma brosse pour effacer ça ici. Deuxièmement, les fentes sont... on a plusieurs fentes ici. Donc, on a vu que quand on avait plusieurs fentes, qu'est-ce que ça donne? Les points lumineux ou les franges lumineuses qui apparaissent sur l'écran deviennent de plus en plus petits ou de plus en plus minces. Donc, normalement, j'ai un lobe ou une frange, elle va devenir de plus en plus petite. Et qu'est-ce qu'on va voir à l'écran? Généralement, c'est qu'est-ce qu'on appelle... On appelle ça des lobes, on appelle ça des raies. Donc, on va voir la raie rouge, la raie jaune, la raie verte apparaître sur l'écran. Donc, ça devient des traits fins qui apparaissent ici. Et comme ils sont très rapprochés, qu'est-ce qui va arriver? Les traits aussi vont très distancer. Donc, plus que la distance D entre les fentes va être petite, plus que l'étalement sera grand sur notre écran.
Donc maintenant qu'on a établi un petit peu à quoi servent les réseaux, qu'est-ce que je pourrais faire avant de faire ça? Parce que j'ai plusieurs images à montrer. Donc je pourrais montrer à quoi ressemble un spectre produit par un réseau. Boum! Spectre apparaît. Donc ici on voit, donc c'est le spectre de, on va juste lire dessus, c'est le spectre du sphère. Donc si je fais passer, je mets du sphère sous forme gazeuse et que j'envoie cette lumière-là dans un réseau, on obtient cette signature-là. Donc on voit qu'on a des dizaines de traits et si je ne savais pas si c'était du fer, donc je pourrais peut-être identifier, ah, si j'ai le jaune à tel endroit, le rouge à tel endroit, donc s'il y a telle distance entre deux traits de certaines couleurs, ah, je pourrais identifier que c'est du fer, du cobalt, de l'oxygène, par la suite. Donc souvent, quand on regarde des étoiles, donc on peut analyser la lumière grâce à des réseaux et identifier est-ce que dans l'atmosphère de cette planète-là, il y a tel gaz qui apparaît. Donc ça donne un peu l'aperçu de qu'est-ce qu'on voit avec un réseau. Donc on voit vraiment la lumière qui se décompose sous forme de petits traits minces. Il y a des traits qui sont plus grands. Donc là, ça dépend plutôt plus de la structure de l'atome, comment se comporte l'atome quand il met ses longueurs d'onde. Donc maintenant, on va passer à quelques équations qui s'appliquent sur les réseaux. Donc premièrement, nous, on veut savoir, on a vu qu'on a des traits comme ceci. Donc ceci, c'est notre écran. Donc on veut savoir où se forme, par exemple, le premier trait bleu, le premier trait jaune. Donc ces traits-là vont réapparaître par la suite. Donc ici, c'est sûr que là, je vais dessiner mon réseau vraiment de façon exagérée ici. Donc on sait que chaque petite fente ou chaque petit trait va émettre une longueur d'onde vers l'avant comme ceci. Aïe. Donc normalement, je fais toujours ça. Donc je ferme ma caméra et je fais mon dessin comme il faut. La distance entre deux fentes consécutives, ça s'appelle D. Et nous, là, on veut avoir des traits lumineux. Donc si on veut avoir des traits lumineux, on veut que ça soit constructif ici. Et si on va voir que ça soit constructif, il faut que la différence de chemin entre deux ondes consécutives soit des multiples de lambda. Donc, si lui a un lambda de plus, quand il va s'additionner à l'autre, ça va donner du constructif. Si elle a un lambda de plus par rapport à lui, c'est-à-dire deux lambda de plus par rapport à l'autre, ça va s'additionner ici comme ça. Donc, les maximums qu'on va voir sur notre écran sera donné par l'équation que vous connaissez, qu'on a vue avec les fentes de Young. Donc, d sin de θ sera égal à m lambda. Donc, c'est dit qu'ici, disons que je vais faire ça exagéré ici. Donc là, ici, je vais mettre de la couleur. Je vais prendre mon vert ici, comme ceci. Notre θ serait ici. Donc, qu'est-ce que d? D, c'est la distance entre deux fentes consécutives. Donc, distance entre deux fentes. Et cette distance-là a un nom. Souvent, on va l'appeler le pas. Donc, quand on parle du pas du réseau, c'est la distance entre deux fentes qui sont consécutives ici. Le θ, c'est l'angle d'observation sur notre écran. Et faire attention, on a fait des approximations que sin de θ pouvait être égal à peu près à tangente de θ. Ici, θ peut être grand. Donc, s'il peut être grand, on ne peut pas approximer que sin de θ est égal à tangente de θ dans nos problèmes. Lambda, c'est la longueur d'onde qu'on veut observer sur notre écran. Et m, ça s'appelle l'ordre. Donc ici, c'est sûr qu'au centre, qu'est-ce qui arrive? Toutes les longueurs d'onde vont faire un maximum au centre. Donc si j'avais deux longueurs d'onde, donc je cherche un crayon, un vert et un rouge, donc le vert et le rouge vont se superposer ici. Ça ne donnera pas grand-chose, donc ça va redonner de la lumière verte dans ce cas-là. Mais si je regardais un petit peu plus loin dans l'ordre m égale 1, là on va voir le vert ici et le rouge qui apparaît à cet endroit-là. Donc pour m égale à 1, m égale 1 ici. Et après ça, je peux aller plus loin. Donc si j'allais à m égale 2, malheureusement, je n'ai pas fait mon tableau assez grand. Là, je pourrais voir encore le rouge et le vert qui apparaît dans ce cas-là. Et plus qu'on va avancer dans l'ordre, plus que la distance entre les longueurs d'onde va devenir grande. Donc, des fois, c'est préférable d'aller regarder un ordre plus grand. Et là, je vais vous présenter
l'autre image que je voulais vous présenter ici. Ici, c'est une source lumineuse avec plusieurs longueurs d'onde et on vous montre comment que les longueurs d'onde sont dispersées sur un écran. Donc, on sait que le rouge, c'est une longueur d'onde grande, le bleu, c'est des longueurs d'onde petites. Donc, on voit que le bleu est moins débit que le rouge. On voit, bon, là, je fais semblant de montrer l'ordre 1. À l'ordre 2, on voit que les longueurs d'onde sont beaucoup plus dispersées. À l'ordre 3, aussi, les longueurs d'onde deviennent de plus en plus dispersées, mais il y a ici, c'est rare, bon, là c'est plus un aspect technique, le début de l'ordre 3 du bleu commence avant la fin de l'ordre 2 du rouge. Donc, c'est-à-dire que le 3 embarque sur le 2. Donc, on appelle ça un chevauchement des ordres. Donc, des fois, quand on regarde le spectre, OK, on voit rouge, vert, bleu, vert, rouge. Normalement, on devrait voir bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge, bleu, vert, rouge. Mais à un moment donné, hop, le bleu, comme il est moins dispersé, ça va faire bleu, vert, rouge, bleu, vert, bleu, rouge. Donc, il n'y aura pas un ordre consécutif dans ce cas-là. Donc, c'est juste un petit côté technique. On va passer à deux thèmes techniques qui qualifient la qualité d'un réseau. Donc, il y a le pouvoir de résolution et le pouvoir de dispersion. Donc, pour le pouvoir de résolution, c'est la capacité de voir deux longueurs d'onde qui sont vraiment très, très, très proches l'une de l'autre. Donc, le pouvoir de résolution, bon, R au moins, c'est logique qu'on ait un R ici. Donc, ce sera défini comme lambda sur delta lambda. Et normalement, comme c'est deux longueurs proches, très, très proches l'une de l'autre, le lambda ici, normalement, ça doit être le lambda moyen. Donc, supposons que je voulais être capable de voir le 561 et le 562. Dépendant des réseaux, ces deux traits-là pourraient se superposer, mais selon certaines circonstances, je pourrais être capable de voir deux traits distincts. Donc, pour être capable de voir deux traits distincts, il faut que lambda sur delta lambda soit égal à n. Donc, n, c'est le nombre de franges éclairées. Donc, plus qu'on a de traits éclairés, pas de fentes, ou de traits. Normalement, on va parler de traits ici, c'est plus, en termes de réseau, c'est des traits. Plus que j'ai des traits éclairés, plus que les points deviennent de plus en plus fins, de plus en plus minces. Donc, ça, c'est logique ici. Et ça dépend de n, de l'ordre. Donc, plus qu'on s'éloigne dans l'ordre, donc on a vu tantôt avec le schéma, l'ordre 1, c'était moins spécifique que l'ordre 2, et ainsi de suite. Donc, j'aurai plus de chance de voir la distance entre deux longueurs d'onde qui sont très, très proches dans ce cas-là. Il y a un autre terme qui, c'est un petit peu la même chose, mais là, c'est plus sur l'étalement, donc qui appelle le pouvoir de dispersion. Donc là, on veut regarder l'étalement des raies. Donc, l'étalement des raies, on veut voir bon, combien de radians séparent les deux raies. Donc, l'équation est basée sur seulement l'équation de départ qui donne la position des maximums. Donc, les maximums sont donnés par d sin de θ est égal à m lambda. Donc, si on dérive de chaque côté, donc au lieu de garder le symbole de dérivé, donc on a eu, donc le sin devient cos fois le dérivé de θ qui devient dθ. Donc, là, on a laissé ça comme delta lambda. On fait ça la même chose de l'autre côté. M, c'est une constante. Il nous reste delta lambda. Et le pouvoir de dispersion grand D est égal à, correspond par définition à delta lambda sur, delta θ sur delta lambda. Je suis en train de me mélanger dans mon grec. Et tout ça est égal à m sur d cos de θ. Donc, ça veut dire qu'ici, plus que m est grand, plus que le pouvoir de dispersion est grand. Et c'est inversement proportionnel à d. Donc, quand on a des d très petits, des fentes très proches, ça étale aussi beaucoup les longueurs d'onde. Donc, avec ça, ça termine les réseaux. Donc, dernier aspect du module 2. Donc, je vous souhaite bon travail pour la fin de ce module-là, donc de faire tous ces exercices, surtout le chapitre 4, qui est un petit peu plus compliqué. Donc, on se dit au revoir, yo tout le monde. Au prochain module, on va faire vraiment de la physique moderne.